Bienvenue dans le débat. Gabriel Attal, nouveau Premier ministre français à 34 ans. Il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Emmanuel Macron dit compter sur son énergie pour mettre en œuvre son projet de réarmement et de régénération. Après Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal est son 4e Premier ministre. La passation de pouvoir a eu lieu à Matignon vers 15h, heure française. De porte-parole du gouvernement à ministre des Comptes publics, en passant par le poste de ministre de l'Éducation. On va revenir bien sûr sur cette ascension fulgurante du nouveau Premier ministre qui est Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre nommé par le plus jeune président, a-t-il lancé dans son discours. Quelle sera sa feuille de route? Quelle sera sa marge de manœuvre? On va revenir aussi sur les réactions suscitées par sa nomination. Apporte-t-il un nouveau souffle au reste du quinquennat d'Emmanuel Macron? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yannick Halimi. Bonsoir Yannick, journaliste politique. Bienvenue. En face de vous, Martial Foucault. Bonsoir. Vous êtes directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Bienvenue également. Jean-Sébastien Ferjou est avec nous ce soir. Bonsoir, directeur et fondateur d'Atlantico. Roselyne Fèvre, bonsoir Roselyne, chef du service politique de France 24. Avant justement de parler de Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre nommé par le plus jeune président de la République, on fait son portrait en image avec Nabia Makloufi. Gabriel Attal n'aura fait qu'un passage éclair au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, à 34 ans, il accède à Matignon. Personnalité politique préférée des Français, il renvoie l'image d'un bon élève. Il est jeune, bien sûr, et puis il va aller loin de toute façon. Il a l'air de se débrouiller pas trop mal, même si personnellement, c'est pas forcément mes convictions. Un très bon communicant, ça c'est sûr. Chef du gouvernement, une fonction que certains lui prêtaient déjà il y a quelques semaines dans ce collège. Ses élèves ne croyaient pas si bien dire. Un peu qui je suis. Et le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre. Une scène prémonitoire pour cet ambitieux. Propulsé ministre de l'Éducation nationale il y a 5 mois, il voulait incarner la fermeté. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le bas de vague, c'est fini. Gabriel Attal maîtrise les codes de la communication en s'affichant sur le terrain et dans l'action pour mener des réformes. Sur la question de l'abaya, une revalorisation pour l'ensemble des enseignants, une tenue scolaire unique, la lutte contre le harcèlement scolaire. Complice avec le chef de l'État, il est souvent qualifié de bébé Macron. Le ministre va vous répondre. Son ascension est fulgurante, député à 28 ans, secrétaire d'État à 29, puis porte-parole du gouvernement, et enfin ministre. Gabriel Attal est celui qu'on envoie sur les plateaux télé pour distiller les éléments de langage. Il vient de la gauche, mais il plaît aussi à la droite. En 2016, il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Je trouve que c'est ça aussi la force d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler des gens qui viennent peut-être de partis différents, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. Aujourd'hui, il prend la suite d'Elisabeth Borne et devient, après Laurent Fabius, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Alors Roselyne, qu'est-ce qui vous frappe chez Gabriel Attal? C'est d'abord sa grande jeunesse. Oui, sa grande jeunesse. Oui, c'est vrai que on disait que le plus jeune Premier ministre était Laurent Fabius. Donc voilà, les compteurs ont explosé. Et c'était déjà aussi à un moment le Benjamin de l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que c'est une montée assez fulgurante. Il a eu des postes quand même assez importants. Notamment, je dirais que celui qui était le plus formateur, c'était peut-être porte-parole du gouvernement, parce que c'est un rôle assez casse-gueule, si vous me permettez cette expression, parce que dans le fond, il faut répondre à brûle-pourpoint aux journalistes après le Conseil des ministres et savoir tout sur la politique étrangère, l'économie, la politique et surtout tous les territoires des ministres. Donc ça a été une bonne formation, une bonne école. Et puis, et à la fois, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le moule énarque, même s'il a fait Sciences Po, et Sciences Po formate aussi pas mal les esprits, mais en tout cas, c'est un bébé Macron, c'est vrai. Et il y a des similitudes entre les deux personnages. Et on voit bien que là, Emmanuel Macron jette dans le bain des prétendants, là, 4e personnage, donc Gabriel Attal, au bal des prétendants de 2027. Yannick, qu'est-ce qui le caractérise pour vous? L'audace aussi, c'est un mot qui revient beaucoup. L'audace, je ne sais pas, parce que qui dit audacieux dit faire des pas de côté, voire des pas de géant de côté, voire sauter le pas, etc. Là, pour le moment, entendons-nous,
il reste plutôt dans la ligne macronienne qu'on pourra définir tout à l'heure, qui a évolué depuis 2017, une ligne macronienne qui devient de plus en plus à droite. Donc ça veut dire quoi, ni droite ni gauche, c'est ça, Non, la je ligne pense que c'est un ni macronienne droite ni gauche, mais un de plus en plus à droite. Mais pour répondre, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Et en tout cas, il incarne avec les différents postes qu'il a occupés depuis le porte-parole. Il s'est occupé du service universel qu'il a lancé, vous vous souvenez, donc qui caractérise quelque chose d'assez ferme tout de même, service militaire pour aller vite. C'est pas militaire en tant que tel, mais pour aller vite. Enfin, service civique. Donc on l'aime à droite et à gauche. Je ne dis pas qu'on l'aime à droite et à gauche, mais je dis que il n'est pas si audacieux que ça pour le moment, parce qu'il reste dans les pas, encore une fois, d'Emmanuel Macron. Après, il faut voir si, comme vous disiez Roselyne, le bébé Macron prendra ses ailes, non pas en se différenciant de Macron et en jouant un frondeur intragouvernemental, mais en dépassant, non pas la droite, la gauche, mais en dépassant Emmanuel Macron en 2027, si tant est que Gabriel Attal arrive à ce rendez-vous-là. Jean-Sébastien, audace, en tout cas un parcours, une ascension fulgurante, ça on peut le dire. Il n'est pas resté plus de 2 ans, d'après ce que j'ai vu, à un poste. Je crois que cette ascension fulgurante, effectivement, elle dit 2 choses. Elle dit des choses de lui. C'est incontestablement un homme qui a beaucoup de qualités politiques. C'est un vrai politique. Là où la Macronie a été faite, beaucoup de gens qui étaient assez peu politiques, qui étaient plus des technos ou alors dans une espèce de logique McKinsey, vous savez, avec le regard. Les experts savent mieux que finalement les élus, même si Gabriel Attal, par ailleurs, a un véritable passé politique, mais pas nécessairement un véritable passé de combat électoral à proprement parler. Ça dit aussi beaucoup du vide de la Macronie, parce que bien sûr que Gabriel Attal est l'un des meilleurs dans les rangs actuels, mais enfin, par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans, probablement un jeune homme avec les mêmes qualités serait paru moins brillant que ne paraît Gabriel Attal, tout simplement parce qu'il n'y a pas dans les rangs de la Macronie beaucoup de véritables politiques. Et je pense que sa grande qualité de savoir, peut-être parce qu'il est assez souple idéologiquement, pour le dire ainsi, c'est de savoir s'adapter à l'ère du temps. Et moi, dans son discours aujourd'hui, j'ai déjà entendu une petite distinction avec Emmanuel Macron, parce que vous savez, quand il a dit « j'écouterai toujours tous les Français », je n'oublierai jamais que je fais partie de la majorité et je respecterai toutes les oppositions. Ça, déjà, en creux, je ne suis pas certain que c'était son intention, mais en creux, c'est une forme de définition, une anti-méthode Macron qui a plutôt été perçue comme méprisant, arrogant, pas forcément respectueux de sa propre majorité, dont il considère que finalement, comme elle lui doit tout procède de lui, et donc il n'a pas spécialement, lui, à s'adapter à eux. Il y a une petite musique différente. Martial Foucault, vous qui êtes le politologue de ce plateau, donc vous avez un regard un peu plus de recul, votre perception... Nous, on a de la hauteur. Vous le regardez un peu plus de loin. Un peu plus de loin. Martial est loin et nous, on est en haut. Non, vous êtes dedans. Je vais rejoindre tout ce qui a été dit. C'est juste. C'est vrai qu'on peut s'interroger. Est-ce que le choix d'Emmanuel Macron est un choix par défaut ou véritablement il place en Gabriel Attal une ambition renouvelée par rapport à ses prédécesseurs, Premier ministre? Je pense que la question importante, c'est à la fois... effectivement, il a choisi un combattant politique. Je pense qu'il a une maîtrise des codes politiques dans les affrontements. Et il y a une échéance prochaine, ce sont les élections européennes. Je pense que la jeunesse de ce nouveau Premier ministre n'est pas totalement anodine et innocente vis-à-vis de la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, dont il a déjà eu l'occasion de se livrer à un duel, et finalement un duel qui avait montré des qualités, au-delà de la communication, parce que je crois que ce n'est pas simplement un très bon communicant, comme on a pu l'entendre aujourd'hui. Donc ce timing des élections européennes ont pesé. Oui, alors je pense que c'est le rôle d'un Premier ministre face à une échéance électorale de conduire une majorité, et pour le parti Renaissance. Puis il y a un deuxième point qui me semble important, c'est que désormais Gabriel Attal va devoir être confronté à la réalité institutionnelle, c'est-à-dire une majorité relative. Comment va-t-il agir en tant que chef de gouvernement? Est-ce qu'il aura beaucoup plus, je dirais, d'atouts à faire valoir pour convaincre, séduire une droite qui est finalement cette famille politique qui manque à la majorité sur les textes les plus importants? Et c'est là où on va vérifier si effectivement la popularité fulgurante de Gabriel Attal, plus de 20 points en 6 mois, c'est vraiment dans les records de nouveaux Premiers ministres, c'est unique. Est-ce que ça suffira? Et surtout, est-ce que ça peut permettre à Emmanuel Macron d'en bénéficier? Ou bien sera-t-il dans la même situation qu'un Édouard Philippe, dont on avait vu la popularité grandir
alors que celle d'Emmanuel Macron baissait. Et ce qui avait conduit... Est-ce que ça le portera ou est-ce qu'ils vont se retrouver en concurrence? À faire démissionner... En concurrence avec, pardon, excusez, quand même pardon, avec tout le respect que je dois et la révérence, il y a une différence entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Emmanuel Macron et Gabriel Attal. C'est que, ça ne vous aura pas échappé, Édouard Philippe, c'était le Premier ministre du premier quinquennat, et que donc il y aurait possiblement, potentiellement, un deuxième quinquennat, donc une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron et donc une possible éventuelle concurrence, alors que là, ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron ne va pas se présenter en 2027. Mais vous évoquiez les européennes, je crois qu'il y a quelque chose qui a peut-être été un peu moins commenté. C'est-à-dire qu'on voit bien que Gabriel Attal sait parler aux électeurs de droite. Ce qu'il a fait en tant que ministre de l'Éducation nationale, incontestablement, ça a parlé et ça hausse dans les sondages. Elle est très très liée au fait qu'il se soit imposé auprès de cet électorat-là. Et on le voit dans les commentaires qui ont été faits, qui sont plutôt finalement positif, parce qu'on voit bien que personne ne trouve... Évidemment, pour le moment. Mais c'était aussi, je crois qu'il y avait une inquiétude qui montait dans la majorité, alors peut-être à tort, et c'est certainement très parisien, mais par rapport à Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire de dire... Être très loin derrière le Rassemblement national, c'est comme si c'était acté aux européennes en quelque sorte. Renaissance sera très loin derrière le Rassemblement national. Mais ce qui était terrible, c'était dans l'hypothèse où ils auraient été troisième, parce qu'un Raphaël Glucksmann très différent de la gauche Mélenchon, très engagé sur le plan européen, pouvait récupérer une partie de l'aile gauche, justement, des électeurs macronistes. Et ça, Gabriel Attal parvient en l'état, parce qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, mais pour l'instant, il n'a pas eu à le faire. Il peut aussi bien parler la langue de la droite que, justement, peut-être garder des électeurs qui auraient pu être séduits par cette offre social-démocrate très pro-européenne qu'incarnait Raphaël Glucksmann. Roselyne, un mot encore sur la personnalité et le style. Il a quand même parlé de harcèlement scolaire très rapidement. Il a parlé de sa propre expérience comme personne harcelée de façon très directe. C'est quand même un changement là-dessus. Tout à fait, c'est pour ça que Emmanuel Macron... Est-ce que ça l'a rendu populaire aussi, pardon? Alors, fait d'une pierre plusieurs coups. Effectivement, la jeunesse... Effectivement, un jeune homme qui, comme il le dit d'ailleurs un jour, il dit, comme Nicolas Sarkozy, il n'y en a pas beaucoup, et il cite Nicolas Sarkozy en disant, il y en a qui sentent, il y a des politiques qui sentent le pays et d'autres pas. Et visiblement, Gabriel Attal se met dans cette catégorie de ceux qui sentent le pays. Mais surtout, eh bien, il a effectivement fait aussi son coming out. C'est pas non plus quelque chose à mettre de côté, dans une émission sur TF1 où il dit voilà, je suis ouvertement homosexuel. Il a affiché son couple avec Stéphane Séjourné, le patron actuellement de Renaissance. Il y a eu probable tête de liste aux européennes, pardon. Oui, voilà. Donc, voilà. Il a évoqué cette sphère intime avec une sincérité. Oui, tout à fait, mais c'est quelqu'un voilà, qui dit les choses et qui est assez pragmatique. Et d'ailleurs, on l'a vu au ministère de l'Éducation, c'est quelqu'un qui a la parole incarnée. C'est-à-dire, il dit, il fait. Et d'ailleurs, c'est ce que Elisabeth Borne a noté lors de son discours de la passation. C'est qu'il incarne le discours, en fait. On va les écouter, justement. On va voir cette passation de pouvoir à Matignon, qui a eu lieu donc vers 15h, heure française. Gabriel Attal qui... il dit qu'il veut réunir les forces vives de la nation. On fait un point d'image. En marche vers sa désormais résidence officielle, l'hôtel Matignon. Elisabeth Borne le reçoit tout sourire sur le perron. L'ancienne chef de gouvernement y a passé 20 longs mois, le temps de porter les réformes les plus difficiles, les retraites et la loi immigration notamment. Je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. Et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République. Après avoir applaudi Elisabeth Borne, Gabriel Attal prend à son tour la parole. La voix parfois hésitante, il réagit aux commentaires faits sur son jeune âge, 34 ans, et sa légitimité dans ses nouvelles fonctions. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse. Et c'est cette même jeunesse que l'ancien ministre de l'Éducation nationale assure vouloir servir aujourd'hui. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école.
Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles. Dans son discours, le Premier ministre a également promis d'œuvrer au renforcement de la sécurité et des services publics, en premier lieu l'hôpital. Les regards sont également tournés vers les élections européennes en juin prochain et l'enjeu est crucial pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal souhaite réunir par ailleurs les forces vives du pays cette semaine. Mais son premier déplacement, il le réserve aux Français sinistrés de la région Nord-Pas-de-Calais. Martial Foucault, alors c'est vrai qu'il est d'abord allé dans le Pas-de-Calais, c'était son tout premier déplacement. Il parle de réunir les forces vives du pays, garder le contrôle de notre destin, notre hôpital, notre immigration, priorité au travail, une sorte effectivement, est-ce que rassembleur Oui, alors peut-être qu'on en saura plus s'il décide de se livrer à l'exercice de la déclaration de politique générale. C'est attendu. On sait que c'est un sujet qui peut provoquer quelques remous politiques parce que y aura-t-il un vote sur ce discours. On sait qu'Elisabeth Borne n'avait pas souhaité se soumettre à cet exercice à l'Assemblée nationale. Mais sur les thèmes qui sont la feuille de route de Gabriel Attal, probablement qu'il faut revenir à la déclaration à la fois des vœux du président de la République le 31 décembre, cette déclinaison du mot réarmement économique, civique, européen. Au fond, ça donne un peu les éléments de ce sur quoi il va être amené à travailler très rapidement. Moi, je pense qu'il y a un premier sujet qui va peut-être un peu contrarier ce programme, c'est la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier prochain sur la loi immigration. Est-ce qu'elle revient immédiatement sur le bureau du Premier ministre et donc une nouvelle procédure législative ou pas? Est-ce que c'est reporté? Et puis sur les autres sujets, on va assister à un semestre jusqu'aux élections européennes de juin prochain, où finalement l'action du Premier ministre et de son futur gouvernement seront extrêmement, contraintes par la campagne européenne. Donc sur le plan de la réforme, parce qu'on dit Gabriel Attal, c'est un héritier du macronisme avant d'avoir déjà exercé. On parle déjà d'héritage. L'esprit de 2017. Bon, on va le juger à sa capacité à réformer et réformer avec les contraintes institutionnelles. C'est celle d'une majorité relative. Fera-t-il mieux qu'Elisabeth Borne, dont on a oublié quand même que près d'une cinquantaine de lois ont été votées sans qu'il y ait besoin de déclencher le 49.3. Ça veut dire que ce principe d'une majorité de projets, en trouvant des partenaires, souvent la droite, seront, à mon sens, le point cardinal du moment de vérité pour ce nouveau Premier ministre. Yannick. Quand vous dites, Stéphanie, rassembleur... c'est une question. C'est une question, non mais j'essaie d'apporter une réponse. On l'aura remarqué dans son premier discours là, de passation de pouvoir. Gabriel Attal a parlé de qui? Des classes moyennes. Alors c'est un terme valise, mais c'est un terme, on peut y mettre ce que l'on veut. On peut y mettre le smicard ou un petit peu plus du smicard, et puis le cadre qui touche, je ne sais pas, 10 fois plus que le smicard. Mais il n'empêche que ça peut vouloir dire, effectivement, s'adresser à une catégorie de la population extrêmement large. Ça, c'est une chose. Et puis quand on est Premier ministre, après tout, ça paraît à peu près naturel. Mais attention, on le disait, et tout le monde le disait, c'est aussi un Premier ministre de combat pour les européennes et de combat, qu'on le veuille ou non, qui incarne plutôt un macronisme, qu'on le veuille ou non, plutôt de droite, qu'un macronisme encore balançant entre la droite et la gauche. Et d'ailleurs, vous parliez, monsieur, du projet de loi immigration qui risque d'être reporté sur les fonds baptismaux après la décision du Conseil constitutionnel. Et Gabriel Attal, contrairement à d'autres au sein de la Macronie, y compris certains ministres comme Clément Beaune notamment, ou Roland Lescure, ne sont pas sortis du bois. Il n'a pas pris le risque de défendre telle ou telle vision du texte, vision LR ou vision originelle macroniste, avec le fameux article sur les travailleurs immigrés. Donc, Gabriel Attal, il doit être un Premier ministre, président peut-être, Premier ministre de combat, mais ce sera encore une fois sur une ligne plutôt de droite. Et s'il doit, juste rassembler quelque chose, c'est rassembler la majorité parlementaire. Et là, il en aura besoin parce qu'il reste quand même 6 mois et toute une session avant la présidentielle. Cette majorité parlementaire Renaissance, Horizon et Modem a été fissurée, voire pire, souvenons-nous, il y a 1 mois ou 2, au moment de la loi immigration. Et là, Gabriel Attal a, vu son parcours et sa personnalité, la capacité
de ressouder le clan macronien à l'Assemblée nationale. Jean-Sébastien, sur ce côté droite... Moi, je pense que c'est beaucoup moins évident que ça, parce qu'il a pris grand soin de ne pas beaucoup se positionner sur la loi immigration. Il n'a pas fait partie de ceux, ni dans un sens ni dans l'autre, qui se sont engagés sur la loi qui a été votée au mois de décembre dernier. Ça lui donne pas une force, ça, au contraire ? Non, mais parce que les commentateurs disent si on assume la laïcité ou si on interdit la baya, c'est un positionnement de droite. Mais enfin, moi, je regarde dans les sondages, même dans l'électorat des Insoumis, ce sont des mesures qui ont été validées par une majorité, justement, de ces électeurs-là. Donc ça ne me paraît pas relever... Je suis d'accord avec vous, pardon, je suis tout à fait d'accord avec vous, la sécurité, la laïcité n'est pas une valeur de droite, sauf que la gauche, les partis de gauche en tout cas... Oui, mais les électeurs, c'est autre chose. Non, mais je suis d'accord, mais les partis de gauche ne portent pas ces valeurs-là depuis Chevènement ou depuis Manuel Valls. Donc c'est en ce sens qui peut être... Et s'il avait été véritablement perçu comme de droite, François Bayrou ayant mis son veto... Sébastien Lecornu, vraisemblablement l'aurait-il fait aussi pour Gabriel Attal. Donc je pense que justement Gabriel Attal, le grand atout qu'il représente, c'est de pouvoir justement... Il parle la langue de la droite. Ça ne veut pas dire qu'il soit de droite. On peut parler français sans être français. Ou on peut parler anglais sans être ni anglais ni américain. Il sait parler la langue des électeurs de droite. Mais c'est quand même quelqu'un qui vient de la gauche et pour le coup, oui, qui peut de ce point de vue-là s'inscrire dans ce que... Quoi que ça veuille dire. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ça veuille dire grand-chose, mais ce que François Bayrou appelait le dépassement. Le dépassement. Roselyne, non mais c'est de la com, c'est du marketing, c'est l'emballage, la réalité politique. On connaît quand même le positionnement de M. Ferjou qui nie tout corpus doctrinal idéologique à la Macronie, alors... Et là, il défend une sorte d'en même temps théorisé. De la com, c'est de la com, ça n'est rien d'autre que de la com. D'accord. Roselyne, il a évoqué ses prédécesseurs, c'était assez intéressant, Édouard Philippe, et puis de manière plus appuyée, Jean Castex, en disant à quel point il lui devait beaucoup. C'est aussi un signe peut-être intéressant dans ce discours. Oui, c'est vrai qu'il a remercié ceux qui lui ont fait la courte échelle, en tout cas qui ont eu confiance en lui. Et c'est vrai que là, ce qui me frappe dans cette nomination aussi, c'est que Emmanuel Macron avait mis auparavant des technos, que ce soit quand même Édouard Philippe, était peu connu des Français. Effectivement un peu techno, c'était le reproche qu'on lui avait fait. Ne parlons pas de Jean Castex qui était préfet, et d'Elisabeth Borne. Donc là, on change vraiment de style, parce qu'Emmanuel Macron, effectivement, ne sera pas candidat. Et donc, Attal incarne la théorie du ruissellement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est le premier de cordée, en tout cas, dans l'esprit en tout cas dans la popularité. Et ce qu'espère Emmanuel Macron, c'est que tout ça ruisselle sur la fin de son quinquennat. Et ce que ne veut pas Emmanuel Macron, c'est qu'on dise en 2027 qu'il a laissé les clés du pays à Marine Le Pen. Donc, il laisse une chance, en quelque sorte, à Gabriel Attal, d'être son dauphin. Et ça ne lui déplaît pas de mettre un de ses enfants de plus, comme Chronos, effectivement, qui met ses enfants et qui les mange. Et là, un quatrième dans le bain des prétendants à la présidentielle. Je pense qu'il y a un petit côté mitterrandien qui l'amuse de voir un peu tous ces poissons dans le même bocal. Martial Foucault, vous pouvez réagir là-dessus ? Oui, non, mais je pense que c'est une analyse intéressante, parce qu'au-delà de la feuille de route de Gabriel Attal, le choix du président de la République doit être aussi lu au regard de ses principaux adversaires dans une échéance 2027. Je pense que la nomination de Gabriel Attal est une très mauvaise nouvelle pour Édouard Philippe. Oui. Je pense que ça va contrarier les plans dans ce combat pour qui est... Oui, parce que qui va représenter cet héritage du macronisme après 10 ans. C'est une mauvaise nouvelle aussi, je pense, pour le Rassemblement national. On l'évoquait tout à l'heure dans l'opposition avec Jordan Bardella, ce rajeunissement de ces deux familles politiques. On voit bien qu'il y aurait eu un avantage à Jordan Bardella s'il avait été face à des opposants plus âgés. On va regarder son tweet d'ailleurs, Jordan Bardella, qui a évidemment réagi. Et puis, je pense à un troisième élément, parce qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, et on peut pas dire le contraire concernant Gabriel Attal. Je rajoute un point dans une tradition plus religieuse. L'archange Gabriel est très intéressant, parce que finalement... Souvent, d'ailleurs, on présente Gabriel Attal comme quelqu'un, vous avez rappelé, qui a séduit beaucoup de ministres. Jean Castex, d'ailleurs, l'avait immédiatement remarqué dans la période de crise Covid, souhaitait que Gabriel Attal soit présent à toutes les réunions
importantes, et notamment tous les conseils interministériels. Mais l'archange Gabriel a une mission dans la tradition religieuse, c'est d'éliminer les anges rebelles. Et donc, finalement, ici, on peut considérer qu'Emmanuel Macron a aussi une mission, peut-être implicite, confiée à Gabriel Attal, c'est d'éliminer tous les prétendants qui veulent se réclamer d'un héritage et d'une légitimité pour représenter Emmanuel Macron en 2027. Oui, il l'intronise. Oui. Il peut se griller aussi en 3 ans. Enfin, il peut être rattrapé par la réalité politique. Il n'y a pas de majorité. Il peut être rattrapé, mais je pense, comme monsieur... Alors, quand vous parliez d'Édouard Philippe, je pense que c'est la même chose. C'est un risque pour Édouard Philippe, mais également pour peut-être Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Enfin, bon, voilà. Non, moi, je pense que de toute façon... c'est aussi un risque. Oui, c'est un risque limité. Le risque, je pense, est plus fort pour Emmanuel Macron. Je m'explique. Ce n'est pas tant la popularité de Gabriel Attal qui est un risque, au contraire, je pense, pour Emmanuel Macron. Je pense que cette popularité rejaillira, c'est certainement, si elle se poursuit, Emmanuel Macron qui en sortira les marrons du feu, premièrement. Deuxièmement, sauf s'il y a un crash terrible, je ne sais pas si le chômage remontait à 12%, il y a une chose qui est sûre avec cette case-là de Matignon pour Monsieur Attal, 34 ans, bientôt 35, c'est qu'il devient, parce que la question se posait encore il y a 3 jours ou 4, il devient présidentiable. Il coche au même titre que M. Darmanin. Sauf qu'il y a la malédiction de Matignon, on connaît. La malédiction de Matignon, vous avez raison, mais si on regarde l'histoire de la 5e. Et c'est là où on retombe sur l'archange Gabriel, si je puis dire. Je pense que, pardon Rosine, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, même si ça avait été le cas lors des Matignons précédents, des remaniements précédents, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit dans une phase darwinienne où il met tous les poissons ou les gros poissons dans l'eau pour qu'ils se dévorent. Je pense que là, en misant sur Gabriel Attal, il désigne son héritier macroniste pour 2027. Et si par malheur, il peut donner un petit coup de museau sur les 3 autres. Je pense qu'il a fait son choix et que si Gabriel Attal, entre guillemets, faillit d'une façon ou d'une autre, eh ben, le risque pour Emmanuel Macron, c'est que le macronisme disparaisse totalement. Et ça, c'est terrible pour un président qui ne se représentera pas. Non, moi je pense, pardon, je veux juste dire je veux juste dire, je ressouligne ce que j'ai dit tout à l'heure, le risque terrible pour Emmanuel Macron, c'est de donner les clés du pays au Rassemblement national. Aussi, ce qui s'est passé avec Obama, quand il est parti, et derrière, Trump élu. C'est ça que ne veut pas Emmanuel Macron, c'est donner le sentiment qu'il a livré les clés au RN. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir une lecture ultra-monarchique de nos institutions quand même. Ce ne sont pas les présidents qui choisissent leurs héritiers. Regardez l'histoire de la Ve République. Ceux qui ont été élus n'étaient pas les héritiers désignés. Nicolas Sarkozy n'était certainement pas l'héritier que se serait choisi initialement Jacques Chirac. Enfin bon, bref, on ne va pas refaire toute l'histoire. Donc ce n'est pas Emmanuel Macron qu'il faut regarder, c'est Gabriel Attal. Quel est son intérêt à lui ? Et je pense que sa grande habileté, et on l'a entendu dans son discours, c'est de savoir tracer sa route, de construire son destin, tout en paraissant loyal. Et sans passer pour un traître, contrairement à Gérald Darmanin, dans une moindre mesure à Bruno Le Maire, ou à Édouard Philippe, qui ont chacun trahi à des moments donnés leur camp pour leur intérêt. Là, Gabriel Attal sait lui construire sa propre image, l'air de rien, sans atteindre à celle des autres. Après, c'était plus facile dans les positions dans lesquelles il était avant, parce que le porte-parole ne s'avance pas en soi. C'est un rôle qui est effectivement très difficile, comme vous soulignez, formateur et très difficile, mais ça n'est pas non plus un rôle à qui on demande d'incarner une ligne politique en soi. Là, il va devoir en inventer une. Peut-être le fera-t-il par le biais de la méthode. Juste un point, ne sous-estimons pas son passage, même très rapide, à Bercy. Bercy est un véritable tremplin politique. Ça crédibilise un homme politique, même s'il n'était qu'au compte public. Mais Matignon, ça peut être un tremplin ou au contraire, il risque d'être essoré par Matignon, et d'être victime de cette malédiction ? Le fameux enfer de Matignon. Oui, je pense qu'aucun Premier ministre n'est, peut-être à l'exception de François Fillon, qui a duré 5 ans, mais on voit aussi les circonstances dans lesquelles il a pu durer. Votre question est bonne, c'est-à-dire, est-ce que c'est un tremplin ou est-ce qu'il va effectivement se griller les ailes ? C'est l'agneau sacrificiel, mais... Peut-être, au final. Mais après, c'est toujours en relatif. Qui sont les concurrents ? On en revient toujours à cette question. Je pense que pour moi, la vraie question va être, et on attend la composition du gouvernement, comment Gabriel Attal va pouvoir exercer une autorité sur les ministres qui vont composer son gouvernement. Pour moi, ça, c'est un des éléments clés pour vérifier s'il peut effectivement sortir
de cette malédiction de Matignon, parce que certes, il a la confiance du président de la République pour le moment, et lui-même lui accorde une très grande confiance. Donc il y a une relation unique. Ce n'était pas le cas des 3 précédents Premiers ministres. Donc c'est quelque chose de nouveau en choisissant Gabriel Attal. Mais maintenant, c'est de cette composition du gouvernement, et aura-t-il la main sur la composition. D'un autre côté, pardon, je suis d'accord avec vous, mais ce qui limite quand même les possibilités de dérapage du rapport de force, si je puis dire, c'est ce que vous disiez, la maigreur du vivier dans lequel peut puiser soit Emmanuel Macron et ou Gabriel Attal. Vous parlez dans la composition du gouvernement ? Oui, il y a très peu de forces vives, de personnalités, de poids, entre lesquelles il peut avoir des choix cornéliens qui pourraient différencier, voire opposer peut-être pas, mais différencier Emmanuel Macron président et Gabriel Attal tout nouveau Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon disait quelque chose de relativement intéressant, me semble-t-il, aujourd'hui, en disant finalement c'est le nouveau porte-parole du gouvernement. Parce que qu'est devenu le Premier ministre, la fonction de Premier ministre depuis le quinquennat ? C'est un peu ça malgré tout. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Premiers ministres, dans la mesure où Emmanuel Macron ne leur laisse pas être le chef de la majorité parlementaire, en théorie, il y a quand même une majorité présidentielle et une majorité parlementaire. Maintenant, les deux se confondent. Il n'y a plus cette dimension politique. Donc finalement, là où Gabriel Attal a été bon, c'était justement plutôt dans sa capacité à incarner l'air du temps, en quelque sorte, ou à faire en sorte que sa parole soit perçue comme performative, mais ça n'est pas non plus ce qu'était Matignon il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est l'un des défis. Et Emmanuel Macron, c'est un président, mais c'est aussi un DRH. Et il doit chercher... Pas très bon, semble-t-il. C'est ce qu'on dit. Trouver du vivier politique. Et on dit au fil des émissions depuis des années que la politique s'est appauvrie intellectuellement. Mais le personnel politique, la plupart, certains disent c'était mieux avant, on avait des personnalités un peu plus... comment dire, il y a moins de désir de politique. Oui, parce que les hommes politiques, parce que ça s'est judiciarisé. Si vous êtes ambitieux, tout simplement, vous êtes dirigeant un fonds d'investissement et vous avez bien plus d'impact sur le monde. Non, il y a un phénomène qui est la judiciarisation de la vie politique, où vous vous retrouvez, comme Édouard Philippe ou Agnès Buzyn, condamnés, ou en tout cas devant la justice pour le Covid, parce que vous seriez responsable des morts du Covid. Donc là, c'était déjà pas très agréable. Et puis, surtout, la politique, c'est mal payé. Donc, aujourd'hui, ils veulent aller dans le privé. Il y a un autre élément, quand même, qui est strictement spécifique à la Macronie, parce que il y a quand même de nouvelles pousses, il y a quand même de nouvelles personnalités à tous les niveaux, locaux et au Parlement, qui ont émergé, si on ne va pas faire la liste, mais qui ont émergé énormément dans les pays, dans les autres partis. Il y a des nouveaux partis qui sont nés, on est pour, on est contre, mais il y a quand même des personnalités qui ont émergé à la France Insoumise, il y a des personnalités qui ont émergé un peu moins peut-être chez les écologistes, il y a des personnalités qui ont émergé ou qui se sont enracinées et qui signifient quelque chose dans l'opinion publique, au LR et puis bien sûr au Rassemblement national. Donc on ne peut pas dire que le monde politique se soit totalement asséché, même si les raisons que vous disiez sont réelles. C'est la Macronie qui n'a pas su, pardon pour Emmanuel Macron, il a su générer quelques-uns qui sont réels, dont Gabriel Attal, mais pas seulement. Pour le moment, il n'y a pas, par exemple, de troupes d'élus locaux qui suivent et qui portent la Macronie sur le terrain. Mais ça, ce n'était pas le péché original, entre guillemets, d'être ni à droite ni à gauche. C'est un parti nouveau, la République En Marche. C'était aussi un parti nouveau. Ça fait un mot sur justement la constitution du gouvernement, parce que ça, c'est le premier défi à relever. Est-ce que justement ce changement de Premier ministre qu'on vient de décrire, qui est quand même un vrai changement, est-ce que ça veut dire qu'a priori, le reste du gouvernement, on va plutôt rester avec les mêmes poids lourds, ça va moins bouger ? En toute logique, on devrait être sur cette même lancée d'un renouvellement assez profond. Je ne sais pas si on doit parler de remaniement ou de chambardement, mais il est quand même fort à parier qu'un certain nombre de membres de ce gouvernement démissionnaire ne reviendront pas dans le prochain gouvernement. Vous avez raison de dire que un certain nombre de nouvelles figures aujourd'hui peinent à émerger dans un parti qui ne fonctionne pas comme un parti. Et d'ailleurs, c'est l'origine même, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. Et on voit bien que ce parti n'a pas réussi à faire émerger, même des parlementaires. On voit bien que les parlementaires qui ont rejoint les précédents gouvernements ont souvent le statut de secrétaire d'État et rarement de ministre. De gens qui ont demandé d'être. Et puis, il y a un deuxième élément qui me semble intéressant à suivre. Si, effectivement, les commentaires qui ont expliqué le retard dans la nomination de Gabriel Attal sont liés à des ministres dits poids lourds dans ce gouvernement
qui n'étaient pas très favorables à la nomination de Gabriel Attal. Eh bien, lesquels, par exemple? Eh bien, on a cité les noms de Bruno Le Maire, de Gérald Darmanin, entre autres. Est-ce que Gabriel Attal souhaitera de nouveau avoir au sein de son gouvernement ces ministres, ou bien considère-t-il qu'il y a, dès le départ, est-ce que le président de la République une marque de défiance installée, mais pour les remplacer, on est sur des postes importants, des postes aussi régaliens. Quels sont les prétendants pour occuper ces postes? C'est pour moi quand même mais vous pensez quand même plutôt gros renouvellement, un renouvellement important en tout cas au sein du gouvernement, Jean-Sébastien? Il y aura ceux qui se sont désolidarisés. Il y aura ceux, qui se sont désolidarisés, à mon avis, qui seront sortis. Désolidarisés de la loi immigration. C'est-à-dire Clément Beaune, Rima Abdul Malak, Roland Lescure, voilà. Je pense que la grande question, parce que quand même on parle largement d'une fiction, même si la Constitution prévoit que c'est le Premier ministre qui forme son gouvernement, c'est le Président de la République qui décide, on le sait. Donc, mais il veut du renouvellement ou pas? Là, ce moi c'est surtout, je pense que, juste pour aller au bout, je pense que l'exemple d'Édouard Philippe a montré qu'Emmanuel Macron n'est pas le maître des horloges ni le Jupiter qu'il prétend être. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant le premier quinquennat, à commencer par les erreurs qui étaient dues à Édouard Philippe, les 80 km/h, faire les appels en même temps que l'ISF, maintenir le premier tour des municipales, réintroduire du paramétrie dans une réforme des retraites que la CFDT avait accepté. Bref, ce qui montre bien en creux qu'Emmanuel Macron ne contrôle pas tout. Il est susceptible de se laisser faire. Ça n'est pas parce que Jean Castex n'en avait pas l'intention ou qu'Elisabeth Borne n'est pas parvenue à s'imposer, parce que souvenez-vous, Elisabeth Borne, elle lui avait dit pas de loi immigration, il n'y a pas de majorité. Elle n'a pas été écoutée ni entendue par le président. Mais pris dans l'autre sens, s'il y avait en quelque sorte un mauvais génie ou un génie qui générait des crises comme Édouard Philippe, un Gabriel Attal plus habile pourrait être un meilleur génie qui arrive peut-être à créer quelque part, mais c'est une ligne de crête très étroite. Yannick. Écoutez, on vient de dire que les faiblesses et les fragilités et parlementaires et politiques au sens large d'Emmanuel Macron dans ce second quinquennat, je ne pense pas qu'il ait envie et qu'il ait la possibilité de se séparer des quelques poids lourds qu'il a en ce moment. Bruno Le Maire, qui avait été pressenti pour être à Matignon, mais qui voulait, dit-on, également, il n'a pas confirmé Bruno Le Maire, garder en même temps Bercy. Vient de saluer l'arrivée à Matignon de Gabriel Attal et ni Gabriel Attal ni Emmanuel Macron ne peuvent se séparer. Ils ont travaillé ensemble, Bruno Le Maire. Ils ont travaillé plutôt bien. Maintenant, ce qui est vrai, je pense que même si Bruno Le Maire le dément, le nie, il n'est pas très content d'avoir quelqu'un de 37-34 ans qui était son ministre délégué devenir son supérieur hiérarchique. Il n'empêche que ni Gabriel Attal, ni Bruno Le Maire, ni Emmanuel Macron ne veulent que Bruno Le Maire quitte ce Bercy, et un Bercy en plus assez mastodonte. C'est un gros ministère. Pour Darmanin, il était question qu'il aille au ministère des Affaires étrangères, apparemment. En tout cas, il resterait au gouvernement, voire au ministère de l'Intérieur. Et le troisième poids lourd, c'est Dupond-Moretti. Voilà. Oui, justice. Et ministère de l'Éducation, parce que c'est quand même son ministère. Il a dit une phrase, une phrase étonnante aujourd'hui. Il dit « J'emporte avec moi à Matignon l'école, la cause de l'école mère de mes batailles. » Donc, alors c'est peu probable, mais c'est arrivé. C'est probable qu'il garde le ministère de l'Éducation, quand même. Alors, c'est arrivé dans l'histoire. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne avait aussi, je ne sais plus, c'était la planification écologique. Voilà. Donc, est-ce qu'il va s'attribuer aussi une partie, est-ce qu'il va rattacher le ministère de l'Éducation à Matignon? C'est peu probable. En tout cas, tout est possible, cela dit, pour innover, puisqu'on nous parle depuis quand même des années d'un gouvernement resserré qu'on attend toujours. C'est comme le SNU, c'est-à-dire le service national universel. La vraie question, c'est qui sera le directeur de cabinet de Gabriel Attal. Bien plus intéressant que la composition du gouvernement. Vous savez, c'est en général l'Élysée qui décide à la place du Premier ministre qui est le directeur de cabinet, et ça se décide entre Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, et le directeur de cabinet du Premier ministre. Donc les autres font un peu de la figuration. C'est pour ça que je vous disais aussi le manque de talent politique, c'est aussi parce que c'est devenu beaucoup moins intéressant. Dans la mesure, quand les ministres étaient des représentants de courants politiques, ils avaient un poids. Parce que là, même si Bruno Le Maire menace, tempête, mais s'il part, qui le suit ?
Combien de députés le suivent? Combien de députés manquent à la majorité si Bruno Le Maire fait oui, mais qui le remplace? Combien de députés manquent à la majorité? Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est juste la notoriété, mais c'est autre chose justement. C'est là où on voit qu'on a changé d'univers. Ce qui compte maintenant, c'est la notoriété et la densité, parce qu'incontestablement Bruno Le Maire en a une, mais il n'a pas de véritable poids politique, pas plus d'ailleurs que Gérald Darmanin. Alors, il reste 5 minutes, donc le gouvernement, on en a parlé. Un mot tout de même sur cette absence de majorité justement à l'Assemblée. Il a la même contrainte qu'Elisabeth Borne. Là-dessus, ça ne change pas, donc il va devoir y faire face. On va écouter tout de suite Mathilde Panot, justement. Nous ne croyons pas une seule seconde qu'en mettant un espèce de monsieur Macron junior, celui qui s'est spécialisé dans l'arrogance et dans le mépris, quelque chose changera dans le pays. Et donc, je le redis, les Français ont besoin d'une rupture avec la politique qui est menée, parce que il faut quand même comprendre le déclin dans lequel nous a emmené la Macronie. Donc, nous ne croyons pas un seul instant que Gabriel Attal changera quelque chose. Et je vous le redis, qui que ce soit que le monarque choisit, nous demanderons un vote de confiance, parce que nous voulons un retour à la démocratie parlementaire. Martial Foucault, on voit tout de suite qu'on est exactement dans le même bain politique que celui qu'a dû affronter Elisabeth Borne. Oui, non, mais il est clair que l'arrivée de Gabriel Attal ne va certainement pas changer le positionnement des oppositions à l'Assemblée nationale. Il est probable que Gabriel Attal a aussi appris d'un certain nombre peut-être de faux pas ou d'erreurs qu'Elisabeth Borne a pu commettre sur des lois emblématiques de ce début de deuxième quinquennat. Donc aujourd'hui... Lesquelles comme erreur? Je pense que sur effectivement la loi immigration, ça a été rappelé, c'était pas son choix, mais elle a laissé penser, après avoir indiqué que sur les retraites, elle pouvait obtenir une majorité, que sur l'immigration, elle a laissé quand même beaucoup de liberté à Gérald Darmanin pour mener cette conquête d'une majorité. Ça ne s'est pas produit. Et je crois que ce qui différencie Elisabeth Borne de Gabriel Attal, c'est précisément ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un sens politique peut-être plus aiguisé chez Gabriel Attal que n'avait pas et ne souhaitait pas forcément avoir Elisabeth Borne. De là à convaincre l'ensemble des oppositions, c'est aussi une question de survie pour les groupes parlementaires. Parce que LR ne va pas immédiatement se mettre dans les bras de Gabriel Attal, parce que finalement, ce parti va totalement disparaître de la scène parlementaire, en tout cas au Palais Bourbon, pas au Sénat. Et donc, au fond, pour Gabriel Attal, au Parlement, je pense que viendra le moment fatidique qui est cette période du mois de septembre, octobre, où les votes budgétaires, des différentes lois budgétaires, qui sont l'élément quand même qui sont au fond le marqueur des familles politiques et des partis politiques, parce qu'aucun député ne va être associé à un vote pour, appartenant à la gauche ou au Rassemblement national, en faveur du budget. Donc Gabriel Attal a plusieurs mois pour préparer, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est de la communication, mais préparer une sorte de narratif sur l'emploi du 49.3 qui aujourd'hui sont quand même emblématiques. Il nous reste 5 minutes. Il pourrait peut-être sa voix, nécessité faisant loi, faire d'une faiblesse une force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité. Donc, et au-delà de ça, il n'y a pas véritablement de programme législatif. On ne sait pas bien si la fin de vie ou bref. Donc il n'y a pas grand-chose dans les tuyaux. Mais on peut gouverner en faisant autre chose. Il n'y a pas besoin de loi pour la baya. Il n'y avait pas besoin de loi pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et donc on pourrait avoir un Premier ministre qui aurait l'intelligence politique de répondre aux attentes du pays sans passer par la case législative, ce qui ne serait pas nécessairement un mal, parce qu'on voit que la vie politique est beaucoup devenue affaire de voter des lois de circonstance qui ne changent rien, parce que la loi d'immigration, elle ne changera rien. Je ne suis pas sûre que le petit vent qui dit qu'on est en crise démocratique se suffirait d'un gouvernement uniquement par décret ou par règlement. Et pas par décret. Par efficacité, c'est autre chose dans l'organisation de l'État. On gouverne sans qu'il y ait une loi qui passe devant le Parlement, ça me paraît un peu utopique. Merci. Moi, je pense qu'on ira de 49.3 à 49.3 et que Gabriel Attal n'a évidemment pas la possibilité de réunir une majorité absolue. Merci Jannick Halimi, Jean-Sébastien Ferjou, Roselyne Febvre, Martial Foucault. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast. À demain.